Et donc là, on va démarrer donc, par effectivement la société Holymaker. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Stocky qui va effectivement vous parler. Voilà. Aurélien, je t'invite à te présenter et à démarrer ta présentation. Merci, bonjour à tous. Donc Aurélien Stocky, président de l'entreprise Holymaker. Nous sommes implantés à Metz depuis 2019. Et pour ceux qui étaient venus visiter nos locaux, on a déménagé récemment dans 500 mètres carrés sur le plateau de Frascati. Alors, pour commencer cette présentation, vous venez quasiment tous ici de l'injection plastique, mais pour les personnes qui ne sont pas encore familiers, l'injection plastique, on a de la matière en granulé, on vient la fondre, on vient la malaxer. On vient ensuite injecter la matière fondue dans un moule, le moule s'ouvre et on vient pousser la pièce. Ça, c'est vraiment l'injection de plastique traditionnelle. Donc, pour vous parler de ce qu'on fait, je vais vous présenter déjà Michel qui travaille chez Poppelman. Donc, Michel, c'est le responsable R&D de chez Poppelman France. Donc, Poppelman a une antenne en France et une autre antenne en Allemagne. Ils ont plusieurs marchés, donc ils sont sous-traitants pour l'automobile directement. Ils vont faire aussi des produits aussi que eux vendent à leur propre marque, donc des capuchons pour la mécanique, mais aussi des pots de fleurs, donc ce qu'on appelle des pots de culture, où ils sont même leaders dans ce domaine-là. Aujourd'hui, donc Michel, il a une problématique, c'est qu'il souhaite proposer à ses prospects un prototype, mais avec la même matière et la même finition que la grande série, pour pouvoir dérisquer un peu des projets et pouvoir gagner des nouveaux marchés. Il souhaite aussi pouvoir proposer rapidement plusieurs itérations d'une même pièce. On va attendre la petite... Donc il souhaite proposer plusieurs itérations d'une même pièce. C'est donc par exemple plusieurs clips, plusieurs designs de clips, plusieurs emplacements pour des fixations. Mais il souhaite aussi proposer des matières recyclées à ses clients ou même des biopolymères pour pouvoir encore une fois gagner des nouveaux marchés. Par contre, s'il veut faire des tests, soit il va devoir utiliser une machine de production et donc arrêter une machine qui produit aujourd'hui. Il va devoir utiliser beaucoup de quantités de matières premières. Donc, quand on parle de tests sur des bioplastiques, des BHA, etc., c'est des matières qui, au départ, on ne les a pas forcément en grande quantité. S'il veut faire des tests sur des matières un peu plus exotiques, par exemple des matières maritimes, il risque d'endommager son outil de production. Et il doit aussi changer l'outillage. Il a aussi la problématique de l'outillage, donc un temps de fabrication qui est aujourd'hui assez élevé pour de l'outillage acier, et la thématique de l'amortissement du moule pilote. Quand on développe un produit en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, en fait on va utiliser un moule pilote, donc c'est le moule sur lequel on va faire des ajustements. Sauf que quand on va faire des ajustements sur ce moule, au lieu de faire 100 000 pièces, on va faire moins de pièces, donc on va moins l'amortir financièrement sur les séries. Lui, ce qu'il veut aussi, c'est pouvoir lancer ce moule pilote, mais en enlevant le maximum de risques pour pouvoir l'amortir aussi sur la série. Donc nous, par rapport à cette problématique-là, on associe deux technologies. L'impression 3D résine, donc on a eu en présentation juste avant par Sébastien, et aussi l'injection de plastique de prototypage. Pour l'injection 3D résine, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années avec des technos qui sont de plus en plus abordables. Là, je vous présente deux technos que nous, dans nos utilisateurs, utilisent beaucoup, donc l'impression 3D SLA et l'impression plus 3D DLP. Donc par exemple, au niveau de ces deux marchés-là, on va avoir Formlabs et Nexa 3D qui sont sur les marchés. Avec ces machines-là, vous pouvez déjà concevoir des petits moules à injection. Au niveau des résines, donc il existe plusieurs résines sur le marché pour fabriquer des moules à injection. Nous, au niveau des résines qu'on a testées de notre côté et des retours clients qu'on a eus, on va utiliser chez Formlabs deux résines, la Grey Pro et la Rigid Dika. Une résine Grey Pro pour tout ce qui va être l'injection des polypropylènes ou des TPE. Vous pourrez voir des exemples sur notre stand. Et la résine Rigid Dika, qui est une résine qui peut être chauffée
et qui va permettre d'injecter par exemple des polyamides ou même des polyamides chargés en fibre de verre jusqu'à 15 à 30%. Après, on va voir la résine X-Mold de Nexta. Donc, on a une petite vidéo pour vous montrer la techno. Et BASF a récemment sorti une autre résine ultra pure 3D, où là, on a des premiers retours d'utilisation, mais pas encore assez pour nous pouvoir se positionner sur cette résine-là. Donc, la deuxième techno sur laquelle on va venir ajouter à la fabrication additive, c'est donc la presse à injection. Donc nous, on a développé une presse à injection plastique qui permet de faire du prototypage. L'avantage, c'est une utilisation rapide et facile. Un utilisateur, vous allez le former en 5 minutes. Vous pourrez tester la machine en fait sur notre stand. En quelques minutes, on va pouvoir vous expliquer comment elle fonctionne. Le changement de matière est très rapide. En 10 minutes, vous allez changer et purger toute votre machine. Et vous allez voir très peu de contraintes d'outillage en dimension et en forme. Au niveau des volumes, on va pouvoir injecter jusqu'à 38 cm3 et injecter jusqu'à 320 degrés. Et on va pouvoir utiliser pas mal de technologies pour les moules, donc des moules acier en électroérosion, des moules usinés en aluminium ou des moules en résine. Au niveau des matières, on peut aussi bien injecter des PP, des TPE, des ABS, des polyamides, même du MIM et du CIM. Et vous pourrez voir voilà, des exemples. Notre marché par rapport à cette machine-là, on va être aussi bien dans l'automobile, dans la cosmétique, dans l'agro, vraiment dans tous les types de domaines. Donc pour vous montrer quelques exemples clients, ici on avait la production de clips techniques en PP chargé en fibre de verre avec un moule à tiroir. Donc ce petit moule, on a pu le réaliser en moins d'une journée et pouvoir injecter une petite série pour le client. Là, on a un raccord hydraulique qui a été injecté en pomme. Donc là, c'est pour des robinettiers assez connus. Où on a pu injecter en fait aussi une partie éjecteur dedans. Là, l'intérêt de cette pièce, c'était aussi de vérifier la partie clips que vous voyez ici. Donc on a pu tester différentes matières et on peut voir la rigidité aussi au niveau de l'assemblage final. Ici, c'est un moule qui a été réalisé en 2 étapes. Donc une première étape en résine SLA pour faire des premiers shots, et ensuite un petit moule en électroérosion pour faire de la série. Donc là, c'était une injection de 800 pièces dans ce moule que vous pourrez retrouver sur notre stand. On peut faire aussi du surmoulage, donc du surmoulage de composants métalliques, du surmoulage de puces RFID, du surmoulage de câbles. Donc là, c'était l'exemple d'un décapsuleur. Aussi l'injection de petites séries, donc là on était sur un moule pour faire 550 jetons en polypropylène. Donc maintenant, pour vous montrer un exemple concret de projet qui s'est fait en très peu de temps, ce projet-là, donc c'était le développement d'une petite télécommande de direction. Donc là on a travaillé avec un designer de Nancy. Là, le premier jour, en fait, en 1 heure, en fait, il a pu faire ses premiers croquis et vraiment passer de la pâte à modeler au croquis papier. Ensuite, en 1 journée, il a pu créer la 3D vraiment de son objet, donc la télécommande. Il a pu ensuite détailler l'ensemble des composants de son objet en 1 journée, donc même les composants intérieurs au niveau de la carte électronique. Ensuite, une première phase de prototypage en impression 3D résine SLA pour vraiment pouvoir vérifier déjà des premières épaisseurs. La conception du moule, 1 journée pour concevoir son moule, et l'impression pendant la nuit. Il a pu lancer l'impression sur un plateau pendant la nuit en 8 heures. Et l'injection des premières pièces le lendemain. En temps total du projet, entre le premier dessin, la première pâte à modeler et la pièce injectée, il a pu mettre 4 jours. Donc entre vraiment concevoir le début de la conception du moule et la pièce injectée, 2 jours, pour un prototype qui était fonctionnel en polypropylène, qui lui a permis de vérifier les nervures, de pouvoir positionner aussi les vis de maintien et les différentes épaisseurs de la pièce.
En autre procédé, on a la résine X-Mold. Donc Sébastien, je ne sais pas si le lien fonctionne. Alors si elle ne fonctionne pas, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc la résine X-Mold, en fait, c'est une nouvelle résine de Nexa qui est soluble. Donc c'est une résine dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre objet, par exemple un bouchon. Vous allez faire le négatif de cet objet-là et directement mettre votre point d'injection. En fait, une fois que la pièce va être injectée, c'est des moules one-shot, hein, vraiment pour faire une partie prototypage. Vous allez la mettre dans un diluant qui va dissoudre le moule pour obtenir votre pièce 100% bonne matière injectée. Avec cette matière-là, ils arrivent à injecter, avec cette matière de moule, ils arrivent à injecter des polymères comme des pics, des polypropylènes. Et peut-être que la vidéo sera plus parlante. Ouais. Ça fonctionnera pas. Ok. Il n'y a pas d'internet. Ok. Bon, en tout cas, vous pourrez aller voir sur YouTube la vidéo. Mais voilà, eux, c'est vraiment la thématique avec la X-Mold, c'est de pouvoir faire du prototypage, mais en simplifiant vraiment la conception du moule. La pièce qui montre, c'est vraiment une pièce avec beaucoup de contre-dépouilles et de ne pas avoir affaire à mettre des tiroirs dessus. C'est pas très grave. On mettra sur le stand. Une autre ouverture donc, de la fabrication additive, donc là c'est des tests qu'on a pu réaliser, c'est de pouvoir intégrer directement en fabrication additive, donc plus métal, du conformal cooling. Donc là on avait fait des tests avec l'entreprise Pint sur un moule où là on a pu faire des canaux de refroidissement. Pourquoi? Parce que dès qu'on va faire de la conception série, de l'injection série, le moule va prendre de la chaleur et on a besoin de le refroidir. Nous, on le chauffe avec une autre technique, mais par contre, pour le refroidissement et enchaîner les injections, on a besoin de ces canaux-là. Je vous remercie pour cette présentation, et si vous voulez voir la machine en action, vous pouvez venir sur notre stand. Merci Aurélien. Comme on a rattrapé le temps et qu'on est même en avance, je regarde l'heure, 10 heures. Donc est-ce qu'il y a des questions? On peut peut-être prendre une ou deux questions. Est-ce que certains veulent déjà... Oui, Thomas? Oui, alors sur le moule qu'on voyait juste avant, en fait, nous, on a un système de pompe. Donc, c'est un accessoire qu'on met en plus de la machine. Et c'est un système de pompe avec refroidisseur, comme on peut avoir sur les découpes laser, par exemple, où là, on va avoir une sonde intégrée au moule pour pouvoir vraiment refroidir le moule ou le chauffer en fonction de l'application. Ici, on avait en fait, à l'entrée ici, on avait pu faire des taraudages, justement, pour mettre des raccords hydrauliques. Oui. Oui, on a fait des études, notamment en éprouvette de traction. Donc en éprouvette de traction, on arrive à avoir le même module de Young, on arrive à avoir la même contrainte max. Par contre, c'est plus sur l'élongation à la rupture. Donc dès qu'on rentre dans le domaine plastique, où là on est beaucoup, on n'a pas le même taux de compactage, en tout cas avec cette presse-là. Mais ça va permettre quand même de pouvoir vérifier tout ce qui va être clips dès qu'on va rester dans le domaine élastique. D'accord. Donc nous, en dimension, on va être jusqu'à du 38 cm3. 38 cm3 de matière, on va être comme
une petite coque de tablette au niveau taille. On a deux modèles, donc la 16 cm3 et la 38 cm3. La 16, on va plutôt être sur une coque d'iPhone 13. Ensuite, en cours de développement, plutôt pour donner des pistes, mais sans en donner trop, là on va être sur des hautes températures, l'injection de pic qu'on a récemment réalisée, l'injection aussi de matières très techniques, et l'injection aussi avec d'autres forces que humaines, mais voilà, on ne peut pas en dire plus pour le moment. Alors sur des PA66 chargés 15% de fibre de verre, on était à une vingtaine, 20-25 pièces. Là, chez IPC, sur du PIC, ils avaient fait des tests sur du PIC où ils avaient quand même réussi à sortir une petite série, mais je crois que vous... Ok, voilà, on va en parler juste après. Voilà, après, c'est vrai que c'est sur des matières plus soft, sur des PP, etc., on peut faire plus d'une centaine de pièces, des TPE, plus de 200 pièces, enfin, voilà. Des ABS, on va être à une quarantaine de pièces, 40-50 pièces. On va rester sur ce côté prototype de validation. Pour prototyper des pièces en injection. Bonjour à tous. Bon, j'ai plus grand chose à dire, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Alors, merci beaucoup du coup, pour les présentations précédentes, ça nous permet du coup de bien comprendre ce que je vais présenter ici. On ne vous serait pas trop dépaysé, parce qu'on tombe sur des cas d'études qui sont relativement similaires, avec quelques complexités supplémentaires. Donc, moi je me présente, Maxime Dumont, je suis ingénieur fabrication additive au Centre technique industriel de la plasturgie des composites. Voilà, qui sommes-nous? Alors IPC, donc le centre technique IPC, c'est un centre technique concept de ta profession pour catalyser l'innovation plastique et composite en France. Donc on est répartis sur plusieurs sites, notamment donc, le site principal qui est celui d'Oyonnax et de Béligna, avec toute la chaîne de développement plasturgie, développement matériaux, simulation, impression 3D, essai d'injection. Un site sur Clermont-Ferrand, plutôt dédié sur l'économie circulaire. Un site sur Laval dans les composites et un site à Lançon pour tout ce qui est compoundage, extrusion, gravure. Donc on intervient sur différents marchés comme le médical, l'emballage, l'automobile, l'aéronautique, la défense principalement du coup en fabrication additive, les connectiques et d'autres systèmes. Donc les secteurs d'activité et les moyens d'IPC. On intervient principalement en fait on a trois fonctions en fait à IPC. Donc on a le côté recherche, on a tout ce qui est projet européen, projet de recherche en toujours pour faire développer la connaissance, élever des verrous technologiques pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux. Le côté collectif avec tout ce qui est action collective. Donc IPC en fait perçoit une taxe par l'État des industriels et cette taxe nous la mettons en profit pour réaliser des travaux de recherche, accompagner les entreprises avec la mise en place de services dédiés, faire du transfert des connaissances, de tout ce qu'on a pu générer à travers ces essais. Voilà, c'est accompagner l'entreprise pour évoluer et nous faire évoluer nous dans la technologie et faire évoluer l'entreprise main dans la main. Le côté industrie avec tout ce qui est prestations, en tant que centre technique, on a également vocation à faire pas forcément la production, mais plutôt soit de la petite série, des essais, mais également en fait des pièces prototypes. Et accompagner l'entreprise dans les projets de R&D privés, maintenir la compétitivité. Au niveau de parc machine, alors tout n'est pas sur la slide, c'est déjà bien assez chargé, mais globalement on aura, en tant que centre technique, on se doit d'être doté de la grande majorité des technologies pour pouvoir répondre à tous les besoins des industriels. C'est pourquoi on est équipé de machines de FDM en tout genre, tout du multi-usage qui va faire de la gravure laser, découpage, petite scène et impression 3D,
De l'impression 3D aussi pour de la série avec sur tapis roulant. On n'est pas limité en fait sur l'axe Y, donc c'est très bon pour la production. Tout ce qui est machine, donc des petites machines de bureau qui vont nous permettre en fait de tester des paramétries sur des matériaux qu'on aura par exemple développés. Typiquement, ça nous arrive grâce à notre site Avançon de développer des matériaux et de compiler avec des charges qui n'existent pas encore sur le marché. L'impression composite qu'on a fait rentrer assez récemment. Donc on a une marque forge avec c'est du dépôt en fait de matières chargées et en plus de la charge continue de carbone. Et la technologie Nike Labs qui nous permet en fait de faire des préformes à haute charge de carbone ou autre. Une machine haute température également, comme Intrem6, qui nous permet en fait d'imprimer toutes les matières possibles en termes de soufflage de température. Donc on va aborder du PIC, du PPS, PESU et tous les matériaux techniques. On va aborder aussi les technologies de SLA, de SLS en poudre, deux machines de foutage de poudre métallique, de fusion de poudre métallique, pardon, avec deux EOS, une M270 et une M290 et une 292 pour bilaser. On a également rentré une solution de post-traitement complète et une solution de contrôle et de scanner laser. Alors, les applications d'IPC en fabrication additive autour de la production en plasturgie. Donc pour raborder un peu le sujet qui ont été traités auparavant. Donc nous, grâce aux actions collectives, on a pu en fait réaliser des comptes rendus et des rapports autour de l'empreinte d'outillage, notamment avec on a pu tester bon nombre de résines haute température et des résines techniques en fait qui nous permettent d'injecter des matériaux techniques comme du PUI, des pics d'épais comme on l'a précisé précédemment. Donc ça c'est deux types d'empreintes qu'on a mis en place. Donc ces empreintes très standards qui nous permettent en fait déjà de valider la compatibilité matière injectée et les résines employées pour vérifier s'il n'y a pas d'arrachage, c'est parfois un peu compliqué, notamment avec les matières techniques. Et une empreinte dite torture qui va nous permettre de faire des tests de conception et de durabilité avec des empreintes hybrides et des tests au niveau de tout ce qui est détail pour vérifier la définition en fait, de nos empreintes en résine. On a pu également réaliser en termes de démonstrateurs, tout ce qui est couvercle alimentaire avec des étiquettes à posage à chaud. Donc ça c'est un moule qui a été fait en résine avec tout un système qu'on verra juste après. Et ici, une empreinte grande dimension qui a été montée avec Safran et Dassault dans le cadre d'un projet de recherche. Donc c'est le projet Famous, pour ceux qui connaissent. Et le but, l'un des work packages en fait, de ce projet de recherche était la réalisation d'empreintes de grande dimension pour l'injection par exemple de polycarbonate. Voilà, pour exemple, tout ce qui était précisé juste avant, en termes de dimension, pour de l'outillage polymère, on est quand même sur de la très grande dimension. D'autres types en fait, de réalisations, comme des préhenseurs et des posages. Donc là, juste avant, ce que je vous parlais au niveau de la pose d'étiquettes à chaud, c'est tout des posages, des bains de préhension et des ventouses qui ont été réalisés soit en SLA ou soit en dépôt de fil, ce qui nous permet d'alléger, d'être rapide dans la mise en place de ce système, puisque là, entre le dessin et l'impression et le montage sur presse, on peut tourner autour entre 1 et 3 jours suivant la taille des pièces. On va avoir deux cas d'études. Le premier cas d'étude qui va être l'impression polymère, donc de l'outillage polymère pour la création de raccords fluide Hutchinson. Donc pour présenter rapidement la pièce, donc c'est une pièce qui est déjà réalisée à l'heure actuelle en PA66 35BF, donc c'est du BASF. Donc voilà, je ne vais pas non plus trop détailler la pièce, vous voyez bien. Alors les cahiers des charges au niveau des contraintes, alors déjà on a une contrainte d'aspect, il faut bien évidemment qu'on ait le minimum, voire pas du tout de bavure sur la partie blanc de joint, zone de raccord. Au niveau du dimensionnel évidemment, parce que le diamètre va fortement impacter sur l'étanchéité. Et au niveau de la fonction, comme vous l'avez précisé, l'étanchéité du joint, et également un effort d'arrachement qui sera validé par le client par la suite. Donc c'est toutes des contraintes qu'il faut bien penser lorsque l'on va réaliser en fait, le moule pour pas qu'il y ait de soucis au niveau de ces zones-là.
Alors dans un premier temps, on réalise du coup, grâce à notre cellule de développement de simulation d'injection, on va simuler en fait le remplissage de la pièce à une température de fusion 290, et c'est une matière qui est chargée à 35% en fibre de verre. Une fois que la simulation est validée et qu'on a vérifié que les pressions de la pièce étaient convenables, de là, nous allons réaliser le moule. Voilà. La problématique également par rapport à un moule polymère, par rapport à un moule, on va dire, traditionnel, c'est qu'il y a certaines formes qui seront un peu plus compliquées à réaliser, et notamment dans la durabilité du moule. Par exemple, il y a certaines zones, notamment les arêtes tranchantes ou les zones fines, qui peuvent être très compliquées dans un moule en outillage polymère, puisque ça apporte des zones de fragilité. Notamment nous qui en fait injectons, on s'est récemment doté d'une machine Olipress, mais auparavant on nous injectait grâce à des presses injectées. Les pressions parfois faisaient pas mal de dégâts sur les moules, et c'est pour ça que du coup on est obligé d'appliquer quelques aménagements en pièces en accord avec le client. Par exemple ici des ajouts de débouilles, donc avant l'aménagement, ça nous permet aussi de simplifier la cinématique au niveau du moule. Comme je vous l'ai dit, la suppression de certaines zones est parfois nécessaire pour assurer en fait la pérennité du moule, comme certaines nervures et l'ajout de rayons à des endroits pour limiter les contraintes appliquées dans le moule polymère. Alors au niveau de l'outillage, donc on est sur une carcasse acier, on va dire au standard IPC, dédiée en fait aux empreintes polymères, donc c'est quelque chose qu'on a développé nous derrière pour nous permettre de monter tous nos moules. Donc c'est quelque chose de standard. On essaie d'appliquer indimensionnel à nos moules polymères pour les adapter, pour éviter en fait d'avoir un moule par une carcasse par empreinte d'outillage. Donc cette pièce a du coup nécessité un pavé amovible comme noyau. Et un duconformal de cooling a été ajouté justement pour diminuer les temps de cycle afin d'apporter un refroidissement beaucoup plus optimisé. Chose qu'on reverra par la suite avec un cas un peu plus concret. Alors la fabrication d'empreintes est réalisée du coup en résine Rigidica, donc on en a parlé juste précédemment, sur une machine Formlabs. C'était une forme 3L pour ceux qui connaissent. Donc il y a eu la création de fichiers de fabrication avec des surépaisseurs, puisque toutes les pièces en résine, souvent c'est parfois compliqué de gérer tout ce qui est retrait et dimensionnel. Et au niveau de ces pièces-là, comme il y a parfois possibilité et nécessité de mettre des éjecteurs, on est obligé d'avoir un réalisage, des reprises d'usinage pour pouvoir vraiment correspondre aux besoins clients. Donc on est obligé de réaliser les pièces avec certaines surépaisseurs. Et là, deux jeux de chariot ont été fabriqués pour masquer le temps pour le démoulage des pièces que je vais vous montrer juste après. Donc ça c'est une zone de reprise. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'empreinte en elle-même on ne touchera pas. Par contre, tout ce qui est plan de joint, on est obligé de faire des reprises d'usinage, des rectifications et du fraisage ainsi que de l'alésage. Ça c'est des choses qu'on n'arrive pas encore à s'affranchir aujourd'hui en moule polymère. C'est l'une des problématiques. Et ce que ça entraîne, c'est que parfois certaines résines sont beaucoup trop dures, parce qu'on cherche des résines haute performance, haute dureté, comme des Rigidica, et c'est des résines qui sont assez sensibles à tout ce qui est choc. Donc le fait par exemple d'usiner, d'aléser, ça peut parfois provoquer des casses ou des détériorations des empreintes. C'est l'un des verrous qu'on cherche à lever, et c'est pour ça qu'on travaille, qu'on échange beaucoup avec les industriels et les producteurs de résine, pour pouvoir développer en partie avec eux des solutions, on va dire, plus adaptées pour l'outillage, notamment sur presse, et des résines qui peuvent et respecter en fait toutes les contraintes qu'on souhaite leur apporter, mais en même temps qui peuvent être révinables. C'est un point extrêmement important pour la suite. Donc au niveau de l'injection, on a une caméra thermique liée à l'ordinateur qui lui-même est relié à la presse, qui nous permet en fait de piloter et d'automatiser le procédé. Donc on doit nous permettre de suivre en direct la température du moule et de la pièce, et qu'arriver à température cible, c'est là que ça nous fait déclencher en fait la cinématique de retrait de la pièce et du nouveau noyau. Donc on a un refroidissement par air sur cette pièce-là, pas au niveau du plan joint. Préhenseur pour la prise de la moulée et dépôt des chariots. Donc ça c'est une pièce qu'on a développée et qu'on a imprimée en matière chargée pour le côté température, et qui nous permet en fait de récupérer le noyau avec la pièce injectée autour, et qui nous permet après de faire l'extraction de la pièce via un posage. Par exemple ici, voilà. Ça, ce qui nous permet, ça part.
Par exemple, sur un moule polymère, on n'a pas toutes les cinématiques en fait, d'un moule classique, avec tout ce qui est éjection, retrait du noyau. Donc ça, c'est encore une partie qui se fait manuellement. Encore une fois, c'est un moule qui est prototype et qui nous permet voilà, d'ajuster certains paramètres et de tester du coup juste la matière. Donc là, on voit la cinématique en fait avec l'IPS qu'on a imprimé. Donc là, quand ça vient récupérer la partie noyau, il vient du coup l'ajouter pour après recommencer un cycle d'injection. Alors au niveau des problématiques et du nombre d'injections, c'est un moule qui nous a permis de réaliser une centaine d'injections. Alors comme vous pouvez le voir, il y a eu certaines zones qui ont été détériorées du fait qu'il faut aussi ajuster certains paramètres, hein, qu'on n'est pas sur une presse à main, mais qu'on est vraiment sur une presse injectée. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc là on voit qu'il y a certaines bavures, mais ça j'y reviendrai juste après. Mais voilà, qu'il y a peu de différence entre la première injection, l'injection numéro 26 et l'injection numéro 91. Sauf un détail près, c'est que voilà, globalement sur une bulle polie, on est exemple de porosité, sauf à une zone en fait qui était justement, comme je le disais précédemment, détériorée, avec une casse en fait à cette zone-là. Avec une casse à cette zone-là en fait du moule, qui du coup a généré certains soucis et du coup un peu plus de porosité. Ça c'est la contrainte et les moules polymères demandent pas mal d'ajustements au niveau des paramètres d'injection. Difficulté du moulage des pièces, ça peut arriver aussi sur les structures un peu complexes comme ça, mais après ça demande voilà, des ajustements, parfois également comme des aménagements au niveau de la pièce, comme on l'a fait précédemment, sont parfois nécessaires pour éviter tous ces problèmes-là. Donc on n'a pas de zone polyglace aussi à cet endroit-là, c'est parfois aussi compliqué avec des moules polymères, mais voilà. Au niveau des essais qui ont été réalisés par le client, on se rend compte néanmoins qu'au niveau de l'étanchéité, on reste dans le cahier des charges, avec un état de surface qui est finalement acceptable, des efforts d'assemblage avec interface qui ont été réalisés et également des efforts d'arrachement qui sont similaires au produit catalogue, avec une moyenne à 2500 N, donc qui reste en fait validé par le client et acceptable. Ce qui permet de prouver que l'outillage polymère, même pour des pièces complexes comme ceci, peuvent répondre aux besoins de l'industriel pour déjà valider une forme, valider une pièce, valider également une matière, et ce qui permet de faire des ajustements par la suite à moindre coût. Par rapport du coup, alors bilan financier sur une base 100 par rapport à un moule d'outillage acier, donc on a fait chiffrer en fait si on voulait faire cette même pièce sur un moule, par un mouliste avec toute la cinématique nécessaire pour la réalisation de cette pièce. Et on s'est rendu compte voilà, que par rapport le fait de le faire en outillage polymère pour valider la pièce, on était sur un coût de délai de 30% et un gain sur le délai de 30% et un gain sur le coût de 35% par rapport à un moule acier. Alors cas d'étude numéro 2, cette fois-ci plutôt sur la partie LPBF, donc fusion solide poudre, avec l'optimisation de la thermique des outillages de production via un algorithme MCool qu'on a développé du coup chez IPC, avec un cas d'emboutissage à chaud pour ArcelorMittal. Alors une vue d'ensemble du moule, avec une vue plutôt légère en phase 3 qui vous permet de bien comprendre en fait cette partie, et du coup la pièce après emboutissage à droite. L'objectif du coup était, donc ça c'était, pardon, la pièce conventionnelle, du coup le poinçon outillage conventionnel, avec de l'optimisation au niveau du refroidissement, mais réalisé du coup par usinage. Donc usinage du coup conventionnel, ce qui permet du coup de refroidir, mais c'est pas de manière optimale. Et c'est là que du coup IPC et la fabrication additive entrent en jeu. C'est-à-dire que là, on a réalisé du coup une simulation thermofluidique avec les pressions, vitesse des flux et température en fait du refroidissement avec cette simulation, on va dire brute, juste usinée avec des codes de régulation usinés. On se rend compte qu'on a une température moyenne de 94 degrés et un pic de température sur l'empreinte à 145 degrés. Donc le but du coup de ce projet, c'était du coup de réduire
les températures et les efforts. Au niveau de l'algorithme, je vous parlais précédemment du coup MCool, qu'on a développé à IPC, ça nous permet en fait de définir les trajectoires de refroidissement optimisées dans la pièce, et grâce à grâce à l'extraction en fait de ces données, ça nous permet après de redesigner en interne des canaux de régulation beaucoup plus adaptés et optimisés pour la pièce. Donc vous voyez, il y a une vraie conception derrière des canaux de régulation par optimisation MCool, ce qui nous permet d'obtenir du coup quelque chose de beaucoup plus organique et du coup d'adapté pour la fabrication liquide. Nouvelle du coup simulation thermofluidique juste après l'optimisation pour pouvoir comparer. On se rend compte que du coup au niveau des températures on est beaucoup plus bas puisqu'on passe de 45 degrés de moyenne à 25, étant donné un pic de température de 145 à 38 degrés. Avec une très faible perte de charge hydraulique. Une observation avant-après. Alors ne vous fiez pas seulement aux couleurs parce que l'échelle a changé, pardon. Comme je vous l'ai dit, hein, une moyenne de température de 25 contre 90, pardon, et une température en pic à 39 contre 145. Le résultat de tout ça, bien évidemment, ça va être des temps de cycle bien diminués et du coup voilà, des températures beaucoup plus maîtrisées. L'optimisation est également possible parce qu'on s'est dit voilà, on a réussi à diminuer en fait la température dans cette empreinte. L'objectif peut-être aussi c'est de diminuer la masse. Donc on était sur une masse du coup après optimisation des canaux de 11 kg. Le but étant derrière du coup de réaliser une optimisation topologique de la pièce avec un cas de chargement bien spécifique et l'apport en fait à l'intérieur d'une structure en fait lattice. Alors pourquoi une structure lattice et pas avoir laissé du vide? Tout simplement, c'est pour, en même temps, vu qu'on est sur l'impression sur les poudres, la structure lattice nous permet de supporter en fait au plafond de l'impression, ni plus ni moins. Voilà, ça nous permet d'éviter les effondrements et les problèmes à l'impression. Donc après optimisation topologique et l'ajout de structure lattice, on arrive sur un poids de 7,60 kg, soit un gain de masse de 31%. Au niveau du workflow, donc comment cette pièce en fait a été produite, donc on a un slicing sur le logiciel EOSprint, donc du coup des machines, slicing avec notre machine bilaser, l'impression 3D métallique avec un temps de fabrication de 90 heures. Alors pas très bien, mais du coup il y a un post-traitement thermique de remise en solution 34 HRC plus un vieillissement pour obtenir du coup une dureté de 54 HRC. Par la suite, un contrôle métrologique via notre scanner 3D qui nous a permis en fait de vérifier les déformations et si la pièce pouvait correspondre en fait au cahier des charges client. Donc la zone verte, je ne sais pas si vous voyez très bien, on est sur plus ou moins un dixième. Par la suite, un contrôle sur vent thermique avec une observation par caméra infrarouge qui nous permet justement de confirmer et de vérifier en vrai l'amélioration qui a été faite d'un point de vue thermique sur notre empreinte. Donc là on voit en moyenne le 57 degrés et ici 26 degrés au niveau de l'empreinte. Donc le gain n'est pas négligeable. Et à gauche une place de finition plus ou moins 50 microns qui était réalisée sur un usinage 5 axes. Donc voilà pour les deux cas d'application. Donc comme vous l'avez vu, on a pu traiter la partie métallique et la partie polymère. Partie polymère qu'on cherche encore à développer grâce à beaucoup d'essais qu'on réalise sur différentes résines, notamment dans le cas d'action collective. Le but étant en fait de tester un peu toutes les résines d'outillage du marché et de faire ressortir la meilleure à l'heure actuelle, ou en cas contraire d'échanger avec l'industriel pour obtenir en fait une résine beaucoup plus adaptée pour la suite. Le moule polymère, ça a des contraintes plus par rapport au moule traditionnel, on va dire acier et aluminium. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Certains designs doivent être pris en compte également, avec des ajustements qui sont parfois nécessaires. En revanche, voilà, pour tout ce qui est prototypage juste matière et le fait de vérifier si les géométries des pièces, comme on l'a précisé juste avant, pour tout ce qui est clip par exemple, ça peut être une solution très très intéressante. Aujourd'hui, on a pu également lever le levier de la dimension, puisqu'on arrive à imprimer, à injecter du polycarbonate par exemple dans des moules de grande dimension. Donc ça pareil, c'est plutôt une prouesse au niveau de l'injection dans des outillages polymères. Et voilà, encore en développement, on y travaille beaucoup, mais un bel avenir sur l'outillage polymère. Donc voilà. Si vous avez des questions.
ça pour le refroidissement. Alors, le problème de la durée de vie, c'est souvent, c'est pas forcément l'abrasion. Comme l'a dit mes collègues précédemment, c'est qu'effectivement, on a parfois l'abrasion qui nous permet en fait de réduire la durée de vie du moule, mais parfois c'est juste en fait la pression qui parfois font fendre complètement les moules. C'est pour ça que juste avant j'ai présenté comme ça. J'ai présenté en fait les différentes empreintes torture qu'on utilise à IPC pour tester chaque résine, puisqu'en fait dans certaines résines qu'on a pu tester du commerce, on a des empreintes qui ont carrément explosé. Donc la durée de vie, ça peut être une pièce, selon les paramètres qu'on rentre, selon la géométrie, et surtout suivant la résine qu'on emploie, parce que toutes les résines ne se valent pas pour l'utilisation en fait, qu'on cherche à avoir. Non. Non. Sinon il sera impossible à retirer. La plume à plat. La plume à plat, on la voit en fait sortie d'impression. Juste ici, voilà. Si vous avez des questions, juste nous voir sur notre stand, ou si vous n'êtes pas forcément familier avec la pression 3D, on pourra vous donner plus de détails, parler davantage des empreintes d'outillage polymère avec des cas peut-être plus concrets que vous pouvez avoir, ou alors par exemple la pression 3D métallique, on est ouvert, pour aborder le sujet et discuter, pour voir les problématiques et essayer d'y répondre. Pas de souci, vous pouvez venir nous voir sur le stand. J'ai une question. Oui. Quand vous prenez toutes les faces originales, Oui. Pour quelle l'injection en résine, oui. Comment vous définissez votre départ d'usinage? Parce que toutes les faces sont prises à un moment donné. Alors, sauf la pièce, la partie fonctionnelle. Avec l'entreprise AGS. Oui, remercier, pardon, merci. Et donc nous allons avoir un témoignage autour de l'impression 3D métal pour poursuivre un petit peu la discussion avec le groupe AGS. Je vous laisse la main. Bonjour, Guillaume Dorsimkis, donc responsable de l'atelier fusion laser dans le groupe AGS. Alors je vais vous parler, je vais reprendre la partie plutôt fusion laser métallique et les applications que nous on voit au groupe AGS de façon plutôt quotidienne. Qu'est-ce qui arrive vraiment en termes de commandes et comment on le traite chez nous. Alors derrière ce titre, mon titre un petit peu pompeux, ce dont je vais vous parler c'est donc fabrication additive métal. Alors c'est un métalleux qui va parler à des plasturgistes. Pourquoi? Parce que nous on va vraiment se concentrer sur la partie outillage injection et qu'est-ce qu'on peut proposer aux mobilistes pour cette partie-là. Et surtout qu'est-ce qu'on fait quotidiennement là-dessus. Alors, le groupe AGS, c'est en fait deux entités. Une entité ATS qui est située à Cézanne, donc à 2 heures d'ici, et l'entité CFE qui est sur la région parisienne. Le principe du groupe AGS, c'est de transformer le métal de tous les procédés qui existent. Donc justement, ce dont je vais vous parler, c'est la fabrication additive, mais aussi comment on va l'associer avec d'autres procédés pour optimiser techniquement ce qu'on veut, et puis aussi économiquement avoir quelque chose qui est plutôt pertinent. Nos domaines d'application, donc on va travailler pour l'aéronautique, l'armement, le spatial, le ferroviaire, la recherche, le médical. Donc essentiellement, le groupe est très orienté aéronautique, c'est un groupe qui est EN 9100, mais on va travailler aussi pas mal sur des qualifications ferroviaires, sachant qu'on répond en rang 1 sur ce type de demande. Au niveau de la fabrication additive, c'est le secteur qui a été créé dernièrement dans le groupe. Ça a été créé, donc maintenant on va avoir une petite dizaine d'années là-dessus. On va travailler, comme je l'ai dit, uniquement sur le métal et nous on va vraiment se spécialiser sur le procédé. Alors, on l'a appelé anciennement SLM, je suis de la vieille école donc je vais vous parler de Selective Laser Melting. Mais bon, vous avez aussi d'autres nominations, donc le LPBF, c'est le même procédé, on part de poudre avec le laser, on vient faire de la soudure pour obtenir la pièce qu'on souhaite obtenir. On l'a déjà présenté, je suppose que vous connaissez un petit peu la technologie, donc je ne vais pas revenir trop dans le détail là-dessus. Ce qui est intéressant sur ce procédé, c'est que c'est un procédé additif métal qui permet surtout de faire des cavités internes, et comme on l'a présenté, le conformal cooling, c'est vraiment l'intérêt pour le domaine de la plasturgie, donc c'est là où ça va être le plus facile à mettre en place. On va avoir aussi un procédé qui permet
une précision à l'état de surface qui est quand même assez propre par rapport à d'autres procédés qu'on connaît en additif métallique. Je ne suis pas très original, hein. Là je vous rappelle les différentes étapes au cas où. Alors, on va venir concevoir notre CAO. La petite différence qu'il va y avoir par rapport au procédé additif de plasturgie, c'est qu'on a des contraintes résiduelles qui vont être beaucoup plus importantes. En plasturgie, additif, mais le polymère, vous avez des variations de température qui vont être de 200 à quelques degrés de plus pour passer à l'état liquide. En cas métallique, on va passer de la température ambiante. Voilà, certaines machines vont commencer à 200 degrés, mais ça peut descendre à 40, jusqu'à 1500-2000 degrés. Donc vous avez beaucoup plus de contraintes qui vont apparaître et de déformations sur les pièces. C'est pour ça qu'on va avoir toute une problématique d'accroche des pièces que vous voyez sur la deuxième image. On va devoir accrocher notre pièce et s'assurer qu'elle ne bouge pas en cours de fabrication. Derrière, donc, la fabrication, le petit laser qui travaille couche par couche. Derrière, ensuite, un traitement thermique pour arriver sur des propriétés mécaniques qui sont équivalentes à ce qu'on a l'habitude de voir en métallurgie. Alors pour avoir un ordre d'idée, l'additif métal, ça se situe entre la fonderie et le métal laminé. Donc on est entre ces deux propriétés, on est sur des propriétés quand même qui sont assez intéressantes, sachant qu'on est avec des densités qui sont de 99,9%. Donc on est vraiment très proche de ce qu'on a l'habitude en usiné. Derrière, on a un RA quand même qui est assez important, un RA de 6. Donc dans la plupart des cas, il y aura besoin d'un polissage. Et lorsqu'on va parler justement de moule, on va devoir reprendre toutes les surfaces pour que ça puisse s'adapter aux restes parties de l'outillage. Au niveau du parc machine de la fabrication additive, on avait commencé avec la machine SLM, donc c'est une laser qui est assez intéressante pour tout ce qui est matériau aluminium. Pour tout ce qui est outillage, on travaille essentiellement sur les machines EOS M290. Ça a une dimension qui est assez sympathique par rapport justement à nos demandes. Alors 250 par 250 par 300 de haut. Il faut avoir en tête que les pièces habituelles en métal, on va être aux alentours de 100. Ça permet d'avoir une taille qui est suffisante, enfin pas trop grande, qui ne va pas avoir un trop long temps de fabrication. Juste comme pour information, les pièces fabriquées, ça va d'une dizaine d'heures à une dizaine de journées. Une dizaine de journées, ça commence, il y a un taux d'immobilisation qui est important, donc c'est un point qu'il faut avoir en tête pour justement réduire un petit peu les coûts. Et c'est pour ça qu'on ne va pas partir non plus sur des tailles de machines trop importantes dans notre cas. Et la dernière qui est arrivée chez nous, c'est donc la tromperie de 5000. Donc c'est la première qui est arrivée en production en France. C'est la seule pour l'instant. Il y en a une autre qui est aux arts et métiers de Châlons-en-Champagne. Ce qui est intéressant sur cette machine-là, c'est qu'on a une petite évolution, c'est le plateau chauffant. Je vous ai parlé des problèmes de contraintes résiduelles, de déformation. Là, on a une machine qui est capable de monter jusqu'à 500 degrés en fonctionnement. Donc le gradient de température est réduit. Le métal, en plus, à 500 degrés, il est plus malléable. Donc on a beaucoup de problématiques qui disparaissent avec cette partie-là. Au niveau des matériaux, alors le matériau le plus sympathique pour ce qui est domaine de l'outillage, c'est l'acier Maraging, donc qui est apparu vers les années 2005. Ce qui est sympathique sur ce matériau-là, c'est que c'est un matériau qui a déjà été présenté avec une dureté qui est 30 HRC sortie machine. On peut facilement monter à 50 HRC. Le 50 HRC, ça permet d'avoir un matériau qui est équivalent aux F38 CDV5. C'est un matériau qui est très courant chez les moulistes. Et on a un matériau qui se comporte de la même façon en usinage que les Z38. Donc le mouliste qui a une broche qui arrive en 1,2709, il n'est pas perdu en termes de reprise de pièces pour l'intégrer facilement dans son outillage. Il y a d'autres matériaux qui sont apparus. Pour le domaine de l'injection, c'est le Corax, ce qui permet de rajouter un petit caractère inoxydable de la matière. Et après, nous, on va transformer aussi d'autres matériaux plus standards pour d'autres domaines. Donc on va retrouver des bases aluminium, des bases fer, donc avec l'acier 316L. Un matériau qu'on est en train de développer, c'est le W360, c'est pour essayer de gagner encore un petit peu en dureté. La dureté de 50 HRC est sympathique en plasturgie, mais généralement elle n'est pas suffisante pour tout ce qui est matériaux chargés. Donc, on va chercher justement à avancer encore un peu plus sur ce domaine-là avec ce matériau-là.
On va trouver aussi des bases nickel, des bases titane, le standard, on va dire, en additif métal. Domaine d'application, donc on va retrouver les différents domaines dont j'ai parlé précédemment. Au niveau de l'additif, avant le Covid, on était assez équilibré entre aéronautique et plasturgie, mouliste. Désormais, il y a la plasturgie qui a pris un petit peu d'avance sur les autres domaines d'application. C'est des choses qui arrivent de façon hebdomadaire au demande de nos clients. Quand je parlais d'hybride, et ben justement, l'idée c'est de ne pas utiliser uniquement l'additif, mais localiser l'additif uniquement là où c'est nécessaire. Ce qu'on a besoin pour ça, c'est d'arriver à me faire connecter des pièces usinées avec une partie fusionnée. Donc, je vais vous montrer dans le slide suivant vraiment comment ça se traduit en outillage. Mais l'idée c'est vraiment, je pars d'une zone qui a été déjà usinée et je vais continuer ma fabrication dessus en additif. Ça peut être fait en T-fusion, donc c'est l'exemple que vous voyez ici. C'est votre gauche. Ça peut être fait en post-fusion, donc ça peut être l'idée de séparer les pièces en plusieurs éléments et les regrouper par soudure par la suite. Alors là, on sort du domaine de l'application plasturgie, mais ce sont des applications qu'on fait pour justement optimiser ce coût de métallique qui est quand même pas négligeable par rapport à la plasturgie. L'application que vous voyez tout en haut, ça c'est pour un moule composite. Tout simplement, c'est une pièce qui fait 2 mètres d'envergure. 2 mètres en métal, c'est pas possible et surtout c'est extrêmement long. La problématique, c'est que sur les 2 mètres d'envergure, c'est une tôle sur laquelle on va avoir la fin qui est forme complexe. Donc là, l'idée, quand on fait de l'hybride, on localise la partie additive uniquement sur la partie qui est complexe. Vous pourrez voir la pièce sur notre stand. Une fois qu'on a cette pièce-là, on va l'assembler uniquement par soudure avec le reste de l'outillage. Pour info, c'était du 316L sur cette matière-là. Pour ce qui est de le moule, donc là, je reprends comme on fait on va dire de façon standard. Il y a tout d'abord une première analyse. Essentiellement, ça va être une location des points chauds. Et ce qui est important dans le moule, c'est vraiment localiser et traiter ces points chauds en premier. Si on a un point chaud qui reste, forcément, tout le temps de transformation va être limité à cause de cet élément-là. Donc rapidement, ce qui va être orienté, c'est les broches. Alors, tout ce qui est capuchonnage, tout ce qui est parfumerie. On est sur des thématiques où justement on a des difficultés à récupérer rapidement l'énergie de la matière plastique. Et aussi tout ce qui est arrivée de buse. Là, ouais, forcément, où c'est les températures qui sont les plus importantes. Lorsqu'on a identifié ces zones-là, évidemment, on va intégrer des CAO. Donc là, je ne suis pas original, un conformal cooling va permettre d'amener le liquide au plus proche des surfaces moulantes pour capter rapidement la chaleur et puis accélérer cette transformation du plastique. Une fois que ça a été fait en CAO, on va tout simplement fabriquer la pièce sur les machines d'additifs. Et comme je vous l'ai dit, on va sortir un RA qui est quand même assez important. Après un traitement thermique, on va être obligé de reprendre tout en usinage pour s'assurer que l'assemblage se fasse correctement. Alors quand je dis on, en fait, tout ce qui est usinage, c'est fait chez le mouliste, c'est son cœur de métier, donc forcément c'est lui qui va le faire. Nous, en groupe AGS, on va leur fournir surtout un brut sur lequel ils vont pouvoir continuer leur fabrication. Ce qu'on a fait, c'est surtout intégrer cette partie qu'on n'est pas capable de faire autrement, ces canaux au plus proche des surfaces moulantes. Quand je parlais d'hybride, donc là on est sur l'application la plus standard. Donc nous on va partir sur un insert qui a été usiné, un insert en Z38 puisque simplement c'est difficile d'obtenir du maringing sur le marché. Donc on a testé comment se comporte le Z38 avec le maringing. Donc là vous avez l'analyse qui a été faite avec la fusion qui est en haut, donc avec le front solidification, la partie fusionnée et la partie usinée. Cette connexion est plutôt très propre. Alors vous verrez dans la slide suivante, on a testé en traction. Ce qui est intéressant, c'est que quand ça casse au niveau du Z38 CV5. Ça veut dire que l'acier maringing a des propriétés mécaniques plus importantes et ce n'est pas la zone qui est connectée entre les deux matières qui est la zone de fragilité.
plutôt intéressant justement quand on veut faire du moule pour assurer un million de cycles. Donc là, on va voir simplement en termes par rapport à la slide précédente, on va juste rajouter une séparation entre ce qu'on veut fusionner et ce qu'on veut usiner. Tout ce qui est parti en dessous, c'est du tournage, c'est du perçage, il n'y a aucun intérêt de faire d'additif. Surtout à l'additif, ça va demander quand même des heures de fabrication qui sont assez onéreuses. Mais on va vraiment se localiser là où c'est important, là où on va avoir nos canaux de forme complexe. Sur ce domaine-là, ce qui est intéressant, qui arrive justement de la surgie, c'est qu'on va toucher le multi-empreinte. Et c'est l'intérêt justement, on va pouvoir mettre sur notre plateau, c'est pas une dizaine, là on peut monter jusqu'à 70 empreintes ensemble, avec la même hauteur de départ, un plan sur lequel on va démarrer. Et derrière, donc, vous avez les pièces qui vont sortir de la machine. Je vous ai parlé justement des tests, donc là on voit les tests qui ont été effectués sur des éprouvettes de traction. On retrouve des propriétés mécaniques qui sont similaires aux Z38, c'est normal, c'est la partie qui va craquer, qui va se déformer plus facilement. Donc ça rassure un petit peu justement sur le fait que c'est des outillages prévus pour la production et qui tiendront le million de cycles. L'intérêt aussi, c'est qu'on va commencer à simplifier un petit peu toutes les parties assemblage, rajout de bouchons qu'il va falloir suivre par la suite. Donc là, on va simplifier quand même énormément le regroupement de pièces. Donc une broche où il y avait besoin de 4 éléments, plus le rajout de bouchons pour arriver à avoir quelque chose de assez proche de la surface mouvante. Là, on a un insert, on reprend l'usinage et ça peut être directement intégré à l'outillage. Lorsque je parlais de coûts, la grosse problématique, c'est quand je vous parle de justement 2-3 jours de fabrication, c'est un coût qui est quand même assez important, donc on va pouvoir aller jusqu'à 1 000 € la broche. Lorsqu'on parle d'une empreinte avec 70 multi-empreintes, c'est un coût qui est assez important. Donc le fait de se localiser uniquement sur la partie supérieure, là on peut proposer justement aux moulistes des inserts qui sont aux alentours de 350 €. La pièce, ça commence à parler à technico-économiquement. Alors, dans les règles d'utilisation, il n'y en a pas, ça, je vous ai dit, c'est assez simple. La grosse règle qu'on va s'imposer à nous, c'est s'assurer que forcément les canaux vont facilement se déboucher et qu'on retire toute la poudre pour ne pas la retrouver par la suite, qu'il y ait un fritage de poudre et que justement on bloque les canaux alors qu'on veut un échange qui soit amélioré. Ce qu'on préconise à nos... Alors là, c'est pas le mouliste qui va faire, mais le transformateur qui est derrière, c'est bien utiliser de l'eau glycolée, parce que là, pareil, si on commence à avoir du calcaire qui arrive dedans, on va avoir plutôt des résistances thermiques qu'un échangeur thermique, donc ça, il faut bien faire attention. Donc l'intérêt, c'est bien penser eau glycolée, filtre en entrée-sortie de moule, pour avoir quelque chose qui reste efficace. Tout ce qui est fluidique, il y a un petit danger, c'est qu'avec l'additif, on pense qu'on peut tout faire en forme de géométrie. Attention à la fluidique, si on a des sections qui varient trop, on peut avoir aussi des zones où il n'y a pas de circulation de fluide, donc plus l'échange de chaleur, et là on va justement, comme je vous l'ai dit, faire plus une résistance thermique qu'un échangeur. Donc il y a juste ces choses à faire attention, et petite chose à faire attention, on est capable d'aller proche des surfaces, mais il faut se garder quand même une sécurité pour justement assurer le bilan de cycle. Donc on se donne une dimension où on ne va pas aller plus proche que nécessaire au niveau du moule pour justement assurer qu'il n'y ait pas de fissuration en cours d'utilisation de ces moules. Le bilan qu'on a vu, nous, c'est que sur tous les outillages qui sont passés, alors on ne va pas faire l'analyse sur tous les outillages, il y a un gain qui est situé entre 10 à 40% en cycle d'injection sur l'outillage. Un transformateur, il est content quand on touche déjà 1-2%, là on monte sur un créneau qui est quand même plus important. Je vous ai parlé, ce qui est intéressant, c'est vraiment traiter les points chauds. C'est uniquement ces zones-là. Il ne faut pas avoir en tête de vouloir faire tout le moule en additif. C'est inutile. Vraiment se localiser là où c'est utile et s'y arrêter. Au niveau des aciers, ce qui est intéressant, c'est que comme on est sur la partie maintenant fusion complète d'acier, on a des propriétés mécaniques qui sont maîtrisées, connues, et on est sur des choses qui ne sont pas exotiques par rapport à ce qu'on utilise ailleurs.
Au niveau de ce qu'on voit passer, donc là, je vous ai mis, c'est l'évolution sur les 10 dernières années d'outillage injection fait chez nous. Donc en 2016, on était à 250 outillages. On voit une progression qui est tranquille, mais qui monte petit à petit. Et on est l'an dernier à jusqu'à 800 outillages qui ont été fabriqués chez nous. Donc là, on ne parle pas de moule prototype, on parle uniquement de moule production. Sur nos clients, on a touché 22 moulistes en France là-dessus, sachant qu'on a essentiellement 5 moulistes qui sont des clients récurrents. Donc il y a encore un petit peu de développement à faire sur ce type de technologie. L'évolution par la suite, je vous ai parlé, c'est l'arrivée d'un plateau chauffant. Nous, ça nous ouvre à d'autres aciers qu'on peut transformer. Donc éventuellement, on est en train de faire des recherches pour passer sur des matériaux 60 HRC pour avoir d'autres propositions pour le mouliste. Et alors, quelque chose qu'on a vu dans la présentation précédente, alors c'est quelque chose qu'on a essayé. J'ai eu une application en 10 ans. On a encore du mal à faire évoluer ce domaine, c'est avoir des outillages évidés. Un mouliste aime bien avoir quelque chose de dense, au cas où. Donc cette idée, il va falloir encore un petit peu de temps pour le faire adopter. Ce qui est dommage, c'est que ça a quand même un intérêt en termes de maîtrise du chaud-froid. Ça pourrait réduire l'inertie thermique du moule et ça pourrait avoir des implications de moule chaud-froid plus efficaces en termes d'évolution de température. Avoir un moule qui est chaud lorsqu'on injecte et un moule froid quand on injecte nos pièces plastiques. Alors là, c'est juste un petit rappel. Donc, le groupe AGS, la partie additif, c'est, comme je vous l'ai dit, la dernière qui a été créée. C'est tout d'autres secteurs pour le métal. Donc, vous allez trouver de la découpe, de la soudure, de l'usinage, et on va justement chercher à combiner ces technologies pour avoir quelque chose le plus optimisé en termes de technico-économique. Pardon. Et je crois que j'ai terminé. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on fasse une pause ?